Bonjour mes amis, chaque fois qu'on demande à un système automatique deux choses contradictoires, on ouvre une boîte de Pandore qu'il est très difficile de refermer par la suite. Le 11 novembre 1979, un DC-10, Aéromexico, vol 945, a fait un trip duquel il a failli ne pas revenir. L'avion avait décollé de Francfort pour aller à Miami. La destination finale, son jeu de mots, c'était Mexico. Mais à Miami, il devait faire escale. Alors, je disais que l'avion décolle de Francfort, 311 personnes à bord, et puis il survole le Luxembourg, et à un moment donné, les pilotes vont commettre une erreur absolument impardonnable. Je vous le dis tout de suite, le rapport du NTSB n'a pas été généreux avec ces gens-là. Alors, cette histoire se passe sur un DC-10. Maintenant, on peut retrouver des accidents similaires, même sur des avions d'aéroclub munis d'un autopilote, d'un pilote automatique, on va dire simple. Je ne parle pas d'un pilote automatique intelligent, comme ce qu'on retrouverait sur un Airbus par exemple. Je parle vraiment de ces pilotes automatiques qui ont deux canaux principaux. Ils sont capables de naviguer sur le plan horizontal. Ils sont par exemple capables de prendre un heading, un cap, et le suivre. Ils sont capables d'aller ou s'éloigner d'une balise, ils sont capables d'attraper et de suivre un axe d'approche sur une piste, par exemple. Et puis ils ont aussi un deuxième canal qui est le canal vertical. Alors ce canal vertical, il est capable de garder une altitude, il est capable d'aller attraper une altitude, il est capable d'attraper un taux de montée, un taux de descente et de le garder, donc garder un variomètre. Il est capable de faire l'arrondi au moment de l'atterrissage, pour les atterrissages ILS 4.3, ces atterrissages avec zéro visibilité, où c'est le pilote automatique qui fait l'atterrissage vraiment, sous monitoring donc des pilotes. Il est capable d'intercepter ou de suivre un glide slope, un plan de descente sur une piste, etc. Donc il y a deux canaux, horizontal et puis vertical. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la partie verticale. Quand ils arrivent, donc le commandant de bord pilote jusqu'à 10 000 pieds à peu près en manuel, et à un moment donné, ce qu'il va faire, autour de niveau 140, 14 000 pieds, il va demander au pilote automatique de monter à une vitesse ascensionnelle ou à une vitesse verticale constante de 1200 pieds par minute. Donc un vario de 1200 pieds par minute pour aller chercher une altitude que le contrôleur lui avait assignée qui était de l'ordre du niveau 310 ce jour-là. En même temps, il demande au pilote automatique de garder une vitesse. Donc le pilote automatique a un système de gestion donc des gaz, de la puissance des moteurs qui lui permet entre autres de garder soit un régime réacteur spécifique, comme ça lui permet de garder une vitesse spécifique. Là, ce qu'il fait, il va demander l'impossible à la machine. Il lui demande de garder une vitesse indiquée et il lui demande aussi de garder une vitesse ascensionnelle. L'erreur, c'était de demander la vitesse ascensionnelle. Il aurait fallu qu'il donne une altitude et qu'il laisse l'avion moduler la capacité de monter. Lui n'a pas fait ça. Il a exigé les deux. Vitesse ascensionnelle de 1200 pieds par minute et je veux aussi une vitesse de l'ordre de 300 nœuds qu'il avait défini. Ok. Au départ, l'avion arrive à honorer cette demande, arrive à maintenir les deux vitesses, ascensionnelle et la vitesse, on va dire, linéaire. Il arrive à maintenir les deux. Mais au fur et à mesure qu'il monte, quand il arrive au niveau 250 à peu près, il commence un petit peu à perdre la partie. Ça veut dire que il n'arrive pas à maintenir les deux vitesses. Les moteurs, au fur et à mesure que l'avion monte, ils ont moins de poussée, l'air devient de plus en plus se raréfie, si vous voulez, devient moins dense,
Et donc, à un moment donné, il n'y a plus la même poussée qu'au niveau de la mer. Donc, ce qui était possible aux basses altitudes ne l'est plus quand l'avion arrive au niveau de 150. Donc là, l'avion ou le pilote automatique est obligé de faire un choix, est obligé de choisir une priorité. Alors, tous les avions du monde, ou pratiquement tous les avions du monde, donnent la priorité dans ces cas-là à la vitesse verticale. Même un Airbus donne la priorité à la vitesse verticale. S'il est piloté comme un bourrin, il ne se pilote pas comme ça, bien sûr, mais s'il n'y avait pas de bourrin, il n'y aurait pas d'accident, il n'y aurait pas eu de rapport d'accident, il n'y aurait pas eu ce canal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent le pilote automatique faire son travail et ils ne sont pas du tout attentifs à ce qui se passe. À partir du niveau 250, la vitesse commence à se réduire. L'appareil maintient toujours 1200 pieds par minute, mais il a de plus en plus de mal. Les moteurs sont poussés au maximum continu, à leur pousser le maximum de montée, on va dire, mais c'est tout ce qu'ils peuvent donner. Que va-t-il se passer? L'avion va commencer à ralentir. Il va commencer à ralentir progressivement, tout en ralentissant, tout en se cabrant plutôt. Donc l'avion ralentit et se cabre. Ça va durer à peu près 4 minutes et demie, pendant lesquelles l'angle de cabré de l'avion commence réellement à devenir impressionnant. On est incabré à un moment donné, il est vers les 11-12 degrés. Donc il a presque la même attitude qu'il avait au moment où il avait décollé. Extrêmement cabré. Au moment où il atteint le niveau 300, 290 et des poussières, il commence à vibrer. Donc l'appareil, le DC-10, commence à vibrer. Les pilotes sont secoués complètement. Il y a le vibreur de manche aussi qui se déclenche. Et les pilotes reviennent soudainement sur la boucle. Ils reviennent dans cette boucle de pilotage et ils regardent leur avion et ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Que font-ils? Il faut un mauvais diagnostic. Ils pensent que c'est un moteur qui est en train de vibrer. Ils accusent le moteur numéro 3. Ils disent, le moteur numéro 3 est en train de vibrer. Ils pensent que ce moteur-là est sur le point de tomber en panne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la manette du réacteur numéro 3 et ils la ramènent au ralenti. Là, ce qui devait arriver arriva. L'avion n'a plus de vitesse. Il est complètement cabré. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore, sur les 3 moteurs, on va lui retirer un moteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à tomber comme une pierre. Donc, l'appareil décroche et commence à tomber. Les pilotes font quoi? Quand on regarde le tracé de la gouverne de profondeur, pendant 1 minute après cette perte de contrôle, il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur le manche. Il y a quelqu'un qui croit arrêter cette chute en tirant sur le manche. Donc il tire sur le manche, plus il tire sur le manche, plus l'avion s'enfonce. Encore une fois, les réacteurs n'ont pas assez sur un avion de ligne, ce n'est pas un MiG-29 non plus, les réacteurs n'ont pas la capacité de sortir l'avion d'une situation pareille. Même à fond, ils sortiront rien du tout. En plus, ils avaient une poussée asymétrique. Ils avaient 2 moteurs qui poussaient et un moteur qui était complètement ralenti. Ça veut dire que c'est réellement une chance, une bénédiction extraordinaire que cet avion n'a pas commencé à partir sur le dos, n'a pas commencé à partir dans une sorte de vrille. Et puis, il a fallu... Ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu 12 000 pieds. Il a fallu attendre 18 000 pieds. 1 minute après le début de la chute. Donc là, on a un taux de chute, vous voyez, en moyenne, on est en train de tomber à 12 000 pieds par minute. Et c'est là seulement que quelqu'un réalise que c'est un décrochage, il pousse le manche, la vitesse commence à augmenter, l'avion raccroche. En plus, le DC-10, il a un système automatique et en cas de décrochage, sort spontanément, sans qu'on ait besoin de lui dire,
sort les slats, ce sont des becs de bord d'attaque qui permettent à l'aile de voler à une incidence plus élevée, donc ils vont baisser la vitesse de décrochage et faciliter la reprise donc, de l'avion. Et il récupère l'avion à 18 000 pieds. Pendant la chute, le copilote avait pris la radio, il avait dit Mayday, Mayday, Mayday. Il a déclaré une urgence, il était en communication avec le contrôleur aérien français. Et voilà, à 18 000 pieds, il calme le jeu. Il recontacte les Français en leur disant écoutez, on a perdu le contrôle de l'avion, on aimerait atterrir d'urgence, on aimerait aller à Barcelone. Le contrôleur français leur dit bon, allez à Barcelone. Et il les autorise à changer de route et aller vers Barcelone. Atterrissage d'urgence à Barcelone, c'est un peu dingue parce que les gars, ils sont à la frontière entre le Luxembourg et la France, et ils sont donc au nord de la France. Ils viennent de se payer la frayeur de leur vie, hein, comme on dit en Algérie, comme disent les marins algériens, c'est le wali qui les a protégés, c'est le marabout qui les a protégés si vous voulez, parce que là ils étaient partis pour un crash, et en plus avec une poussée dissymétrique, tirée sur le manche et tout ça, mais franchement c'était parti pour un crash, hein, c'était pas parti pour une récupération cette histoire. Et là ils veulent faire un atterrissage d'urgence au milieu de l'Espagne, ils veulent traverser toute la France, tout le nord de l'Espagne, et atterrir à Barcelone. Une idée un petit peu dingue. Donc, le Français les laisse faire. Le mécanicien navigant va dans la cabine jeter un coup d'œil, et là il voit qu'il y a des panneaux en plastique qui sont tombés du plafond, il y a des lumières qui sont sorties, donc des appliques lumineuses qui sont sorties de leur logement, qui traînent donc au bout d'un câble, il y a des personnes qui sont secouées, il y a de la vaisselle renversée. Il regarde, bon, des masques sont tombés aussi, hein, et puis là, aidé d'une hôtesse, il commence un petit peu à fixer tout ça, essayer de faire remettre un semblant d'ordre. Après, il revient dans la cabine, il revient dans le cockpit, et puis, voilà, il dit au gars là, écoutez, l'avion a l'air ok, hein, on peut continuer sur Miami. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont annuler donc leur plan de vol sur Barcelone, leur déroutement sur Barcelone, et ils disent au contrôleur c'est bon, on remonte à notre altitude de croisière et puis on repart au sud de l'Atlantique et on rentre à Miami. C'est ce qu'ils ont fait. Ils arrivent à Miami, ils trouvent quoi? Ils trouvent que l'avion, l'aile est endommagée, ils trouvent que l'empennage est endommagé, il y a des morceaux de métal qui ont été arrachés en fait. Il y a des bouts de métal qui sont partis de l'aile. Et l'avion va rester une semaine à Miami. Il va subir une première réparation, puis il ira à Mexico, il subira d'autres tests et d'autres réparations avant qu'il puisse être remis en ligne, pour vous dire. Mais ils ont traversé, et là le NTSB a regardé cette histoire avec ce choix, avec beaucoup d'inquiétude, le choix d'avoir décidé de traverser l'Atlantique avec un avion dont il venait de perdre le contrôle pour des raisons inexpliquées, qui venait de secouer d'une manière absolument abominable, et qu'il décide, au lieu donc de poser pour analyser les dégâts, analyser la situation, il décide de traverser l'Atlantique. Je n'aurais pas aimé être à la place de ces passagers qui, après s'être payés cette virée-là, doivent encore se taper 8 heures de vol au-dessus de l'Atlantique, avec cette équipe. Donc, vous voyez, c'est une erreur à la base. Ils ont commis une erreur. Quand le TSB leur pose des questions et le bureau d'enquête accident américain réalise que les gars ne savent pas comment utiliser leur pilote automatique, n'avaient pas vraiment compris la logique du pilote automatique, et ils se sont complètement égarés. Ils se sont égarés dans leur réglage, ils se sont égarés dans leur choix, dans leurs décisions, et je ne suis pas complètement convaincu que ces gens-là aient eu une carrière aéronautique heureuse après cette virée. Donc voilà, je vous signale donc cet incident-là, hein, ce qui est quand même très grave. Et si vous êtes en aéroclub, faites extrêmement gaffe. Demandez à votre instructeur, lisez le manuel de votre avion, regardez comment le pilote automatique marche, parce que il y a deux types de pilotes automatiques. Il y a le simple, stupide. On en trouve sur des avions IFR, certifiés IFR d'aéroclub par exemple. On le trouve sur des avions d'ancienne génération, on le trouve sur des vieux Boeing, on le trouve sur des DC-10, sur des DC-9, on le trouve sur des avions qui volent jusqu'à maintenant. Ces pilotes automatiques n'ont aucune protection. Vitesse verticale avant la vitesse indiquée.
avant la vitesse linéaire, si vous souhaitez. Et ils peuvent aller jusqu'à faire décrocher l'avion. Les pilotes de ce DC-10 d'Aéromexico n'ont pas reconnu le décrochage. Le pilote automatique a conduit l'avion jusqu'au décrochage, et quand l'avion a commencé à décrocher, ils ont commencé à tirer sur le manche. La même histoire si elle est faite sur un Airbus, même si ce n'est pas vraiment la manière de piloter un Airbus, mais imaginons qu'on force un Airbus à maintenir 300 nœuds et 300 et 3000 pieds, ce qu'il va faire, comme tout autre avion, il va maintenir la vitesse verticale au détriment de la vitesse. La vitesse va commencer à chuter au bout d'un moment. Il ne pourra pas la tenir. Il arrivera jusqu'à une vitesse plancher qu'on appelle VLS. Il refusera d'aller plus bas que cette vitesse-là. Et ce qu'il va faire, il va envoyer une petite alarme. Et là, la vitesse verticale va commencer à baisser. Il ne va pas honorer la vitesse verticale. À un moment donné, il va dire « Je ne peux pas tenir cette vitesse verticale ». Et cette vitesse verticale va tomber jusqu'à ce que l'énergie disponible en puissance de montée lui permette de tenir la VLS tout en montant. C'est une protection que Airbus a rajoutée en pensant à des pilotes comme ceux de l'Aéromexico 945. Parce que s'il n'y avait pas ce genre de pilote, Airbus n'aurait pas eu besoin de ce genre de protection à la base. D'accord ? Mais là, effectivement, ça peut aider. Mais sur un avion d'Aéroclub, encore une fois, et sur un avion ancien, il n'y a pas ce genre de protection. Et si par exemple tu pilotes un DR400 IFR et tu mets une vitesse ascensionnelle quelconque, tu mets 600, 700 pieds, 500 pieds minute, et tu regardes tes cartes, ou tu fais autre chose, ou tu es occupé avec la radio ou autre, tu peux très rapidement te réveiller et voir que ton avion est au bord du décrochage s'il n'a pas décroché du tout en fait. Ok. À bientôt mes amis et merci d'avoir suivi cette vidéo.